Alors, bonjour Vincent, merci de m'accorder cette interview sur la transition. Ça va être plus qu'une transition, je pense que ça va être... Parce que transition, je trouve que le mot est doux pour quelque chose qui va être plutôt rugueux. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord? Bonjour à tous, merci Fred pour ton invitation. Rapidement, moi je suis ce qu'on appellerait un essayiste, c'est-à-dire que je produis de la matière à penser sur divers sujets. Alors là, on va parler beaucoup d'énergie et de transition écologique, mais je travaille depuis une trentaine d'années sur une théorie écologique de l'esprit qui me fait avoir publié quelques livres sur le sujet. En gros, j'essaye de comprendre notre tourment existentiel face aux grands enjeux, aux risques globaux. Et puis voilà, après j'aborde des enjeux plus techniques comme aujourd'hui, mais c'est quand même l'esprit humain, la psychologie qui m'intéresse depuis, c'est ma formation initiale, c'est ce qui m'intéresse depuis une trentaine d'années maintenant. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, parce que le fait que on voit le problème arriver, on voit bien qu'il y a dans les sondages, il y a une prise de conscience, mais pourtant on ne fait rien. Et c'est assez fou de voir que notre psychologie humaine fait que on sait qu'il y a un problème, mais tant que en fait c'est un petit peu, je trouve, comme dans les examens à l'école, tu sais, quand tu révises à la dernière minute quand c'est 2 jours avant ou un jour avant jusqu'à minuit, 1 heure du matin, en disant allez, ça va passer. Sauf que ce Ouais. coup-ci, je pense que ça risque d'être plus compliqué à avoir la moyenne. Eh bien écoute, c'est parfait comme introduction parce que moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment on arrive à être persuadé que des choses sont possibles mais à ne pas les mettre en œuvre et du coup être toujours en retard ou faire à la dernière minute et finalement que ça passe pas, en fait on rate notre examen quoi. Hein, voilà, donc c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Premier point, et ça a été, c'est le dernier article que j'ai rédigé sur le site Défi Énergie. Premier point assez vertigineux, on n'a pas de connaissances scientifiques sur la possibilité physique de faire une transition énergétique. Alors pourtant, on entend partout que c'est acquis, que c'est possible, il suffit de faire des éoliennes, des centrales nucléaires et des panneaux photovoltaïques, et ça permettra de se passer des hydrocarbures. On a l'impression que c'est vraiment acquis, c'est écrit au cœur du GIEC, etc. Ça n'est pas le cas. Il n'existe pas de théorie, il n'existe pas de preuve expérimentale, il n'y a rien de préalable à la mise en œuvre d'une transition qui relève de la démonstration scientifique. Voilà. Donc moi j'ai posé la question de la pseudoscience. Est-ce que la transition énergétique finalement serait une pseudoscience? C'est ce que je montre malheureusement dans cet article. Alors rapidement, hein, Ouais, parce que alors je suis d'accord ouais, avec toi. J'ai discuté encore il n'y a pas très longtemps avec un responsable innovation hmm, et en face de lui, il y avait une personne d'EDF qui est plutôt sur l'innovation également, mais la partie écologique. Et c'est hmm, vrai que j'ai vu les deux points se confronter. Une personne qui était vraiment d'EDF, qui était vraiment consciente de la transition économique, écologique et économique, qui était persuadée. L'autre personne qui ouais. travaille dans une grande entreprise et elle était comment dire, elle était persuadée que la science allait trouver une solution, un petit peu comme un croyant qui disait de toute façon Dieu va nous sauver, un petit peu comme à l'époque de la peste bubonique où on disait mais c'est un fléau de Dieu, ça va être la fin du monde. Et en fait j'ai parfois l'impression que la science est considérée comme le nouveau Messie, quoi. C'est un peu incroyable. C'est fou. C'est tout à fait ça. Elle est investie comme un mythe, c'est ce que je montre dans cet article-là. Elle est investie comme un mythe, comme le mythe du phénix. C'est pour ça que j'ai cette illustration. Le phénix, cet oiseau qui est censé renaître de ses cendres. Et on sait qu'en France, on a fait des centrales qui avaient ce nom-là, des prototypes, et puis une centrale, Super Phénix, qui avait ce nom-là. On fantasmait que la transition énergétique était de l'ordre de ces êtres qui sont capables d'avoir des propriétés comme les êtres vivants, c'est ce que j'appelle le techno-animisme, et de se renouveler à l'infini. On fantasme que nos centrales vont se renouveler à l'infini et porter nos sociétés à l'infini. Or là, en fait, on est hors du mythe, puisque le mythe, il permet de négocier avec la réalité, c'est comme ça que les anthropologues définissent le mythe. Ça permet voilà, d'avoir des accroches avec ce qui nous échappe, la maladie, la mort, des questions existentielles profondes. Les mythes, ça sert à ça. Or, la transition, c'est même pas un mythe, parce qu'en fait, ça ne permet même pas d'accrocher une réalité quelconque, puisque dans les faits, les centrales nucléaires ne se renouvellent pas à l'infini. Ce pas des choses qui nous permettent de réaliser ce qu'on a en tête ou de répondre à nos questions existentielles. Bon. Ouais. Voilà, donc la transition n'est même pas un mythe et elle est fondée sur des raccourcis. Alors, je vais très très vite là-dessus, mais là on essaye de faire rentrer une espèce de pavé dans la forme d'un rond. Ça marche pas évidemment parce que la forme n'est pas celle qui permettrait de traverser voilà, ce support, ce jeu d'enfant. Et bien dans la transition énergétique, on imagine qu'elle est possible parce que toutes les formes d'énergie sont équivalentes.
On pense que les hydrocarbures et le vent ou l'énergie nucléaire, ça permet de rendre les mêmes services. Donc on a l'impression que les ronds et les carrés, c'est pareil. On a l'impression qu'au prétexte que voilà, des quantités d'énergie, on peut en trouver dans plein d'endroits dans notre environnement, on a l'impression qu'elles vont toutes nous aider à organiser nos sociétés. Voilà le mot-clé d'aujourd'hui, c'est organiser. Alors, avant de rentrer dans des considérations un peu techniques, je vais rappeler ce que c'est qu'une organisation. Je vais rester sur cette slide. L'organisation, ça se définit de la façon suivante. L'organisation, c'est doter quelque chose d'une certaine structure. C'est combiner des éléments d'une certaine manière. C'est préparer quelque chose selon un plan précis pour un résultat déterminé. C'est rendre opérationnel. C'est structurer. C'est disposer les éléments d'un corps pour les fonctions auxquelles il est destiné. C'est-à-dire, on a dans le réel, besoin d'organiser de la matière pour obtenir des services. C'est ça que font nos sociétés. Elles transforment des ressources, on le sait bien, dans le domaine de l'écologie, c'est tout notre problème, parce qu'elles transforment des ressources, elles structurent ces ressources pour fabriquer des cafetières, des voitures, des ordinateurs, etc. On structure, on organise, c'est ça qu'elles font, nos sociétés. Et cette organisation, on n'est pas les premières espèces à la faire, puisque nos corps nous-mêmes s'organisent. À partir de ce qu'on mange, on extrait de l'énergie et des structures moléculaires, et tout ça, ça s'organise en cellules, et ça nous fait exister. Alors l'autocatalyse et l'auto-organisation, je vais avancer vite là-dessus, c'est quelque chose qui se perpétue depuis l'origine de la vie. L'organisation, c'est bien le mot-clé aujourd'hui. Depuis 4 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre, il y a de l'organisation. Voilà, cette petite limace dont on a déjà parlé une fois, eh bien, elle s'organise avec 2 formes d'énergie. Elle est particulièrement troublante. Alors déjà, cette limace, elle mange, elle est capable de se nourrir, c'est une petite limace de mer, très particulière. Elle mange, donc c'est comme ça qu'elle organise son corps, mais elle est aussi capable de manger des chloroplastes, des petites cellules qui font de la photosynthèse, et elle est capable d'organiser son corps avec cette symbiose qu'elle forme avec des chloroplastes. Donc en fait, ce petit animal-là, il est capable de se nourrir, donc il a une source d'énergie, et il a une forme d'énergie auxiliaire, parce qu'il est capable de faire un peu de photosynthèse. Voilà, il fait les 2 choses. Mais ce qui est très important à retenir ici, c'est qu'à la fois quand il mange, grâce à son métabolisme intérieur, il peut organiser son corps, et en même temps, quand il ingère des cellules photosynthétiques, il organise son corps grâce à ces cellules qui ont la capacité d'auto-organisation. Voilà. Et nous, la grande question de la transition énergétique, c'est est-ce qu'on va pouvoir organiser nos sociétés avec du vent, c'est-à-dire ou avec du rayonnement solaire, comme cette petite limace. Est-ce qu'on va être capable d'intégrer des panneaux photovoltaïques, comme la limace l'a fait, pour que les panneaux photovoltaïques nous permettent d'organiser nos sociétés? Bon, moi j'en doute, et c'est ce qu'on va voir en étudiant en particulier la croissance de nos sociétés. Alors voilà, sur cette slide, je résume les différentes catégories d'énergie qu'il faut qu'on ait en tête. Les sources d'énergie vitale, ce qu'on mange, ça nous permet de vivre. Toi comme moi, et nos sociétés, elles mangent des hydrocarbures, et c'est ce qui leur permet d'organiser la matière et d'exister, de vivre, entre guillemets. Et les sources d'énergie auxiliaires, c'est des sources d'énergie qui nous permettent également de faire fonctionner nos sociétés. Mais ce n'est pas vital. Nous, notre corps, il n'a pas besoin de charbon de bois, il n'a pas besoin de brûler de la tourbe, etc. C'est auxiliaire. Pour nous, il y a des humains qui ont vécu sans brûler de matière organique. Voilà. Donc c'est utile, mais c'est pas nécessaire. Et puis les énergies auxiliaires, elles, par contre, elles ne sont pas du tout des sources. On ne peut pas fabriquer une société à partir du vent, à partir de la force de l'eau, du rayonnement solaire ou des atomes. On ne l'a jamais vu pour l'instant. Voilà, c'est cette distinction. Il faut une structure pour capter ça et la transformer en quelque chose qu'on peut diffuser et donner à manger aux machines, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer d'abord une infrastructure, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires, pour capturer, tu l'as parfaitement dit, de l'énergie. Et ensuite seulement, on a de l'organisation, donc ça vient en seconde étape, alors que pour les sources d'énergie et les sources d'énergie auxiliaires, on a tout de suite de l'organisation. Alors voilà le schéma simplifié de nos sociétés thermo-industrielles. Elles font de la chimiosynthèse ou de la thermosynthèse. On a des sources d'énergie, du charbon, du gaz, du pétrole. Et puis, il y a de l'autocatalyse, de l'auto-organisation. On brûle et nous, avec des ouvriers, on va façonner la matière, les métaux, pour leur donner une structure et ça permet de fabriquer toute la société. C'est le schéma simplifié
de nos sociétés thermo-industrielles. Et alors là, je voudrais donner un exemple historique qui est fascinant. C'est qu'en fait, historiquement, l'humanité a connu au moins 2 grandes révolutions industrielles. La première n'est pas celle qui s'est déroulée en Europe. Ou plutôt, il y a déjà eu une révolution du charbon, pas vraiment une révolution industrielle, encore que. Une révolution du charbon, il y en a déjà eu une en Chine, un pays dont on va peut-être beaucoup parler là aujourd'hui, autour du XIe siècle. Sous la dynastie des Song, au XIe siècle, les usines de Kaifeng ont produit, grâce au charbon, quantité de choses, en particulier des pièces standardisées en fonte pour divers usages, je ne sais pas moi, des outils de cuisine, des casseroles, des poêles, voilà, des pièces standardisées en fonte, des outils agricoles, des armes, des objets de culte, des pièces de monnaie et même des statues de plusieurs tonnes. Voilà, on a retrouvé dans l'étude de cette période des pièces métalliques extrêmement grandes, massives et surtout standardisées et produites à très grande échelle. Ouais, c'est vrai qu'on voyait ça, les arbalètes en particulier, c'était une grande puissance de l'armée chinoise de pouvoir standardiser tout ça et de pouvoir se dire, bah voilà, j'équipe en masse des paysans sans devoir leur apprendre à tirer à l'arc, mais tirer à l'arbalète qui permet d'avoir de la précision, de l'impact, sans des heures et des heures de formation, qui était un vrai avantage à l'époque. Mais bon, l'histoire nous aura montré que malheureusement, ce savoir-faire technologique n'aura pas résisté à l'invasion des Mongols et qui ont attaqué plusieurs fois la Chine en profitant soit de problèmes écologiques, soit tout simplement de chez eux aussi. Il y a des mouvements qui ont été faits. Donc je trouve que c'est un très bon parallèle. Et voilà, et comme tu le dis, bon, cette dynastie, elle n'a pas vécu, c'est pas celle qui régente la Chine aujourd'hui. Après 3 siècles, cet empire s'est effondré. Alors pour plusieurs raisons, crise politique, crise environnementale et invasion barbare. Voilà. Mais ce qui nous intéresse là, c'est qu'il y a eu un usage massif du charbon bien avant la révolution industrielle en Europe. Pour autant, la Chine n'a pas su ou n'a pas pu, je ne suis pas historien, n'a pas pu ou n'a pas su capitaliser sur cette exploitation du charbon pour passer un cran que l'Europe, elle, a passé. Et c'est un cran particulier d'organisation, c'est toujours le terme le plus important. En brûlant du charbon, la Chine organisait de la matière pour faire des objets statiques, voilà, des statues, des poêles, des outils, mais eux-mêmes, les outils n'étaient pas mécanisés. Ce qui s'est passé en Europe au XVIIIe siècle, c'est que au lieu d'utiliser du charbon, de le brûler, de transformer de la matière, des métaux, et d'ensuite perdre la chaleur dans le milieu, l'Europe a appris à canaliser la chaleur dégagée par la combustion des hydrocarbures. Et cette canalisation, elle passe par mécanisation. Quand on investit dans la machine à vapeur, en fait, la machine à vapeur, elle est articulée, elle fonctionne avec des pistons qui permettent de transformer en mouvement linéaire une chaleur qui, normalement, est perdue dans le milieu. Donc, on a vraiment une canalisation de la chaleur dégagée par les hydrocarbures pour obtenir un mouvement mécanique. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait en Chine, bien que l'usage du charbon y ait été massif. Là, on a utilisé du charbon pour obtenir du mouvement et une organisation d'un nouveau type. On a eu des machines à vapeur, grâce au vilebrequin, on a converti le mouvement vertical en mouvement rotatif. On a eu des moteurs, on a créé quantité de types de moteurs à combustion interne, quantité de machines, et donc on a mis en valeur, d'une façon différente et inédite dans l'histoire, l'importante densité énergétique des hydrocarbures. Et donc là, c'est une nouvelle façon d'organiser, de structurer la matière en technologie plus sophistiquée. Et alors, si pendant quelques siècles, la Chine a connu une croissance autour du charbon, elle n'a pas pu capitaliser pour la convertir en véritable révolution industrielle au type de l'industrie et des nouvelles technologies telles qu'on a connues depuis 2-3 siècles. En revanche, l'Europe, elle a pu, grâce à des machines, croître d'une nouvelle façon et de façon autocatalytique. Avec des machines, elle a pu se déplacer, aller chercher de nouvelles ressources et puis innover de plus en plus. Et c'est toutes les sociétés qui ont cru en termes de croissance type organisationnelle, mais aussi économique. Bon, je passe rapidement sur cette slide. Ce qu'on a décrit là dans les processus industriels, on ne peut pas aujourd'hui, on ne sait pas si on peut le produire avec du vent, du rayonnement solaire ou des atomes radioactifs. On ne sait pas organiser la matière, on ne sait pas faire un mouvement mécanique
puissants avec du vent, du rayonnement solaire ou des atomes. Ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas convertir ces énergies-là en organisation sociétale. Et pourtant, on aimerait. On aimerait, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir les mêmes pouvoirs que la limace de mer qui est capable d'ingérer des chloroplastes et de s'en nourrir, enfin de s'organiser avec. Et nous, on aimerait avoir un pouvoir magique. Et ce tableau est particulièrement éloquent. Raoul Dufy, pour l'exposition universelle de 1937, a fait un tableau à la gloire de l'électricité qu'il a appelé la fée électricité. Donc voilà, on projette des pouvoirs magiques dans les machines qu'on utilise grâce à l'électricité, comme si elles étaient magiques, enfin, comme si elles étaient capables d'honorer tous nos besoins et de satisfaire tous les besoins de nos sociétés. Il y a une vraie magie dans la pensée de la transition énergétique aujourd'hui, mais je ne vais pas plus loin aujourd'hui sur cette question précise. Voilà quelle a été l'histoire des sociétés thermo-industrielles. Là, c'est un graphique qui est issu du travail de Václav Smil, un des plus grands spécialistes du sujet énergétique et transition énergétique en particulier. Et depuis 1870, un peu plus tard, là on le voit pour la Chine, depuis 1870, en consommant toujours plus d'hydrocarbures grâce à des machines, eh bien, les PIB ont largement cru. Ils ont explosé même de façon absolument inédite dans toute l'histoire de l'humanité. Évidemment, les graphiques de Smil montrent un ralentissement après les années 2000, et puis un plateau, et puis on imagine derrière que ça pourra décroître, que ce PIB finira par décroître. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'utiliser ce critère de la croissance pour essayer de comprendre, pour essayer de diagnostiquer si oui ou non la transition énergétique peut organiser nos sociétés comme les hydrocarbures l'ont fait. Et on a un souci, c'est qu'après les graphiques de Václav Smil, eh bien c'est ça l'actualité de la croissance du PIB aujourd'hui. C'est-à-dire que les taux de croissance baissent. Alors ça ne veut pas dire qu'au niveau mondial, les sociétés aient cessé de croître. Hein. Il y a toujours de la croissance à l'échelle mondiale, mais les taux de croissance sont en déclin tendanciel depuis 5 ou 6 décennies, donc sur une durée suffisamment longue pour qu'on ait des raisons de s'en inquiéter. Si vraiment la vélocité de la croissance économique, donc de la production de biens, et là on voit depuis 1970 une baisse globale, donc on produit moins de valeur. Global, alors, c'est un taux de croissance, c'est-à-dire qu'on produit toujours plus de valeur, mais le taux de croissance descend. Et moindre. Ouais. Et moindre. Donc, alors, il y a une grande disparité, là c'est vraiment la moyenne mondiale, il y a des pays pour lesquels, l'Espagne récemment en tout cas, par des effets de rattrapage, parce que le tourisme a augmenté, etc., l'Espagne a un taux de croissance qui semble rebondir un petit peu, mais en Europe, le taux de croissance est vraiment en déclin, sinon stable. C'est pas très... les taux de croissance en tout cas baissent. La Chine, enfin tous les grands pays, et surtout la Chine même, a vu son taux de croissance baisser le plus rapidement ces dernières années. Donc il ne faut pas dire, ça y est, on est rentré en décroissance, ce n'est pas le cas, mais les taux de croissance baissent, d'accord ? Alors que les taux de croissance, on l'a vu avec Smil, ils n'avaient eu de cesse que de croître pendant 200 ans. Hein. Et là, on a un indicateur possiblement d'une perspective, parce que si cette tendance continue, ça va arriver vers zéro, donc zéro croissance, et que se passe-t-il après ? Est-ce qu'on finit par décroître ? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 5 ou 6 décennies, comme on l'a vu sur le graphe précédent, les taux de croissance baissent, alors qu'on n'a jamais consommé autant d'énergie et qu'on en consomme toujours plus annuellement. C'est-à-dire qu'on a 2 indicateurs qui se contrarient. On a 2 indicateurs qui ne vont pas dans le même sens. On consomme toujours plus d'énergie, d'accord ? Donc, s'il n'y avait rien qui freinait la croissance en soi, on devrait continuer à voir les indicateurs de croissance croître, le taux de croissance augmenter. Et ça n'est pas le cas. Donc moi, je m'interroge. Qu'est-ce qui fait ralentir la croissance ? Alors, il y a plein de raisons. En particulier, le taux de retour énergétique, je ne rentre pas dans les détails. La moindre qualité des hydrocarbures qui sont extraits, c'est de plus en plus coûteux. Les hydrocarbures sont moins denses en énergie. Il faut plus de raffinage, plus de coûts, etc. Donc voilà, ça pourrait ralentir la croissance. Mais on a un autre problème. C'est que là, sur ce graphique, on voit bien que
En bas à droite, alors c'est un petit peu discret, on ne le voit pas trop bien, mais les énergies renouvelables, le vent et le solaire, augmentent de façon massive, très rapide. Et c'est là le dilemme que je veux vous présenter aujourd'hui par rapport à l'avenir de nos sociétés et à leur organisation. Voici ce que dit le GIEC dans son dernier rapport sur le sujet. Les technologies d'énergie renouvelable exploitent l'énergie de sources naturelles qui se renouvellent continuellement, comme le soleil, énergie solaire, le vent, énergie éolienne, les plantes, bioénergie, les précipitations pour l'hydroélectricité ou encore l'océan pour l'énergie marémotrice, etc. Et le GIEC précise, l'énergie issue de ces sources dépasse largement les besoins énergétiques mondiaux actuels et futurs. Ouais. Alors, moi, tout de suite, ça me fait bondir parce que, comme tu l'as dit précédemment en introduction, on a vu que cette énergie n'est pas utilisable en direct, qu'il faut des convertisseurs. Donc, si on veut utiliser cette énergie qui est certes illimitée, il faut avoir des convertisseurs d'une manière limitée. Et c'est vrai qu'on en avait déjà discuté. L'énergie solaire, c'est très bien, mais le problème, c'est que au bout je crois que c'est de 20 ans que c'est de durée de vie d'un panneau solaire. Oh, il n'y a pas très longtemps, je ne me suis pas renseigné depuis, mais au bout de 20 ans, il faut refaire la totalité. Et même au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'ai un ami là comme ça qui a mis une centrale solaire dans son jardin. Il a quand même pas mal de panneaux, il en a 8 mètres carrés, il arrive à quasiment avoir l'autonomie de sa maison. Mais il en a pour 10 ans, 20 ans. Dans 20 ans, il faut tout refaire. Donc, il faut des matières premières, il va falloir reproduire, il va falloir réutiliser tout ça. Donc, c'est pour ça que là, tout de suite, je me dis, mais il y a un loup, là, enfin, c'est plus qu'un loup, c'est qu'il y a the elephant in the room. Je ne te le fais pas dire, et merci pour cette précision. Toi, tu es près du concret, des entrepreneurs, donc tu as ce retour. Et moi, j'essaye de le diagnostiquer. Et on a vu tout à l'heure une image d'un train qui est un train en fait minier pour les mines de charbon. D'accord? Et bien, c'est là la rupture. La rupture, c'est qu'avec des hydrocarbures, on est capable de fabriquer les moyens d'aller chercher plus d'hydrocarbures. On fabrique des machines, comme on l'a dit, qui permettent de canaliser la production de chaleur dans des moteurs thermiques, qui font des systèmes rotatifs, qui font tourner des roues, qui permettent à des trains d'aller au fond des mines, de sortir le charbon. Avec les hydrocarbures, on peut fabriquer les moyens d'aller chercher des hydrocarbures. Et comme tu le dis, avec un panneau photovoltaïque, on obtient de l'électricité. Avec un panneau photovoltaïque, on n'obtient pas les moyens de fabriquer un panneau photovoltaïque. Et ça change absolument tout. Quand on sort du charbon de la mine, même avec des moyens relativement rudimentaires, comme c'était le cas il y a 2 ou 3 siècles, on brûlait dans un coin de champ du charbon, on apportait du minéral pas raffiné, et grâce à la chaleur, le minéral explosait, on en sortait l'acier, le fer, les différents métaux dont on avait besoin, on créait des alliages, mais avec des moyens extrêmement rudimentaires, juste l'activité manuelle, et ça permettait de fabriquer d'abord des pioches, et puis après, comme on l'a vu, des moteurs. Tout ça, c'était autocatalytique, de l'organisation, de l'auto-organisation. Et bien, quand on se met face au vent, face au rayonnement solaire, ou avec du minerai d'uranium dans les mains, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et donc, comme tu le dis, on peut fabriquer tout un parc d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques et de centrales nucléaires. À un moment donné, il va falloir les remplacer. Ah, et c'est le cas de l'Espagne. L'Espagne Voilà. a énormément misé sur l'éolien, enfin l'éolien, le photovoltaïque, sauf que dans 20 ans, ou 30 ans peut-être, je ne sais pas quelle va être la durée, surtout qu'avec les tempêtes, les aléas météorologiques qui vont arriver de plus en plus souvent, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette transition va être temporaire et elle va s'arrêter et il faudra reprendre, sauf que est-ce qu'on aura encore suffisamment d'énergie pour reproduire toute une série d'éoliennes quoi, ou de panneaux photovoltaïques? Donc c'est une course et si tu as moins d'énergie pour le faire, si tu as moins de matières premières, comment tu vas faire? C'est exactement ça. C'est pour ça que je cite le GIEC, parce que le GIEC dit l'énergie issue de ces sources dépasse largement les besoins énergétiques mondiaux actuels et futurs. Sauf qu'en fait, nos sociétés, elles n'ont pas besoin d'énergie. Elles ont besoin d'organisation. Et il y a des énergies qui permettent d'obtenir de l'organisation et d'autres pas du tout. Comme tu le dis, quand il va falloir remplacer, alors tu as commencé à le décrire et justement, je te remercie, j'allais décrire cet effet ciseau. Quand on a par exemple un parc de panneaux photovoltaïques installé, tout neuf, tout propre, qui a 20 à 30 ans de durée de vie, parfait, voilà. Ce parc de panneaux photovoltaïques, il est soumis à une dégradation naturelle de son rendement, ça c'est physique, c'est physico-chimique, et puis il est soumis à des aléas climatiques, il peut être fragilisé, il peut être cassé, vandalisé, une guerre peut arriver, comme c'était le cas en Ukraine, les panneaux photovoltaïques existants ont été détruits. Qu'est-ce qu'on fait
quand on a besoin de refaire ou de réparer ou d'entretenir ces panneaux photovoltaïques. On se confronte à un effet ciseau. C'est ce que je décris dans mes articles. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité pour les sociétés, donc elles rendent service aux sociétés, il n'y a pas de problème. Et puis, elles produisent un flux d'électricité pour les usines de remplacement et de réparation des panneaux photovoltaïques. D'accord? Mais les sociétés, pour être stables, elles ont besoin de plus en plus d'électricité parce que leurs infrastructures s'usent, donc il faut aussi les réparer, donc elles ont besoin de plus en plus d'électricité. Et puis les panneaux photovoltaïques eux-mêmes, ils s'usent, donc il y a besoin de plus en plus d'électricité pour les remplacer dans les usines de fabrication de panneaux photovoltaïques. Le problème, c'est qu'ils s'usent justement. Ils fonctionnent de moins en moins bien, ce qui fait qu'ils fournissent de moins en moins d'électricité naturellement aux sociétés et également aux moyens de les réparer. C'est un effet ciseau typique et il n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un parc d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de centrales nucléaires, cet effet ciseau est physique, il est inéluctable. On n'a pas accès à la possibilité de fabriquer des panneaux photovoltaïques avec l'énergie directement radiative qui provient du soleil. Ce qui est donc conceptuellement tout à fait différent de la relation à l'énergie qu'on a avec les hydrocarbures. Pour en revenir à cette question de la croissance dont je parlais précédemment, ici, on ajoute, là on le voit en bas, on ajoute beaucoup de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques et de centrales nucléaires dans une moindre mesure aux autres énergies, et pourtant la croissance ne revient pas. Les taux de croissance continuent à décroître continuellement. Et pour moi, cela est une partie de la démonstration, si une démonstration est possible, que bien que des énergies soient quasiment illimitées, comme le dit le GIEC dans le milieu, si elles ne procurent pas de l'organisation à nos sociétés, elles ne permettent pas la croissance, elles ne permettent même pas la stabilité de nos sociétés. Et donc on se retrouve alors je passe rapidement sur ces schémas, on pourra les garder en tête ou les reconsulter en faisant pause. On se retrouve avec des systèmes physiques, socio-industriels, techniques, sociaux et industriels, qui sont physiquement condamnés. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'entropie va gagner le combat. C'est comme les panneaux photovoltaïques en Espagne, c'est pas une solution long terme, c'est une solution court, voire au mieux moyen terme, mais c'est pas la solution. En fait, on va se retrouver dans un vrai problème puisque les matières premières pour faire les panneaux photovoltaïques, ils sont à l'autre bout du monde, il faut les faire venir. Il faut que nous, on soit prioritaire par rapport à d'autres personnes, donc créer de la valeur. Tout le monde en fait, ça peut être encore une centrale nucléaire, peut-être que tu as plus de temps pour gérer, parce que je pense qu'une centrale nucléaire, vu comme on les prolonge chaque année, on a un peu plus de temps. C'est pour ça que je trouve que ça peut être une solution temporaire pour gagner quelques années. Il n'y a pas de solution miracle en fait. Alors, merci encore de mettre des mots sur ce que j'essaye d'expliquer parfois très, très laborieusement. Là, ce que tu décris, c'est ce que je pourrais appeler un renforcement synergique des énergies, c'est-à-dire qu'on ajoute des énergies aux sociétés qui leur apportent de la résilience. Et d'ailleurs, le GIEC parle de résilience, de flexibilité énergétique avec les systèmes énergétiques complémentaires, mais à aucun moment, ces systèmes ne se soustraient véritablement aux autres. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'ils se soustraient localement. Donc, on peut dire, oui, l'Espagne, localement, consomme de moins en moins d'hydrocarbures, ou l'Australie méridionale consomme de moins en moins d'hydrocarbures, mais en fait, c'est faire du cherry picking, c'est-à-dire qu'on regarde à un endroit particulier, on dit là, c'est stable, et il se trouve qu'il y a une transition, mais on oublie tous les flux économiques et de ressources qui proviennent de l'extérieur de ces sous-systèmes-là, et qui sont toujours carbonés à 80%. Voilà. Donc, je ne te le fais pas dire, oui, je ne sais pas si on peut même parler de solution, en fait, ces compléments énergétiques procurent de la résilience aux sociétés, pas toutes les sociétés les plus riches, mais rien ne dit qu'il y a stabilisation possible à moyen et long terme, et puis de toute façon, on ne voit toujours pas de substitution sur le plan des émissions de CO2. On ne l'observe toujours pas. Là, ça fait plusieurs années où vraiment, chaque année, on était censé émettre moins, et on bat encore des records, on a encore battu le record cette année. Voilà, donc cet effet ciseau, ce cannibalisme énergétique, on pourrait parler de cannibalisme énergétique, pour moi, est un des indicateurs que la croissance ou même la stabilisation des sociétés à partir du vent, du rayonnement solaire ou des atomes radioactifs ne sont pas possibles. Alors voilà, ce que je propose de penser, c'est 3 critères pour qualifier une transition énergétique. Est-ce que c'est écologique? Est-ce que ça réduit les émissions de CO2? Est-ce que ça soutient l'économie? Et puis le 3e critère,
qui est lui parfaitement articulé sur l'organisation, on y revient, c'est le critère géopolitique. Ça, c'est une image que j'ai utilisée en 2000, il y a plus d'1 an maintenant, en 2024, pour illustrer ce que je craignais d'arriver. C'est que des sociétés qui tenteraient une transition énergétique, en particulier parce qu'elles n'ont plus de charbon, plus d'hydrocarbures sur leur sol, c'est le cas de l'Europe, eh bien en fait, ces sociétés-là, qui n'auraient donc pas accès à l'organisation, encore une fois, si elles n'ont plus de matières premières et plus d'énergie sur leur sol, elles ne peuvent plus les combiner sur leur sol pour fabriquer les moyens de les exploiter, toujours la même chose. Et bien en faisant une transition énergétique qui ne procure pas d'organisation, pas d'autocatalyse, etc., ces sociétés-là se soumettraient à celles qui, elles, ont encore sur leur sol les moyens de l'organisation, de l'auto-organisation. Et là, on voit très clairement où elles se situent, ces sociétés. D'une part, aux États-Unis, d'autre part en Russie, et surtout en Chine et en Asie du Sud-Est. Or, on voit aussi quelques endroits où la sidérurgie compte encore beaucoup, au Moyen-Orient et en Europe, mais il faut penser, alors au Moyen-Orient ça se comprend parce qu'il y a de la ressource, mais en Europe c'est surtout le reliquat en fait des 200 années de domination industrielle. C'est plus une industrie qui a ses ressources sur son sol, c'est une industrie qui importe. Donc elles sont fondamentalement différentes structurellement de l'industrie des États-Unis, de la Russie et de la Chine, qui elles n'ont pas besoin d'importer ou marginalement. Et on va y revenir. Alors je ne dis pas qu'il y a zéro importation en Chine, aux États-Unis et en Russie, il y en a, mais comparativement à l'Europe, en ce qui concerne les hydrocarbures et les métaux critiques, elles importent beaucoup moins. L'Europe importe tout, pour résumer, il n'y a plus rien sur son sol. Les mines de charbon de Lorraine, c'est fini, ou alors il faut aller très 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 en profondeur. C'est vrai que on va se retrouver dans une situation de dépendance comme on l'est vis-à-vis des pays Émirats ou producteurs de pétrole. En fait, c'est la même chose. Si eux, ils décident de couper le robinet ou d'aller servir d'autres pays qui ont plus besoin ou qui vont payer plus, on va se retrouver exactement dans la même situation que les masques lors du Covid, où en fait, ceux qui payaient le plus récupéraient. J'ai toujours en tête cette histoire de l'eau de masque qui arrivait en France et des Américains sont arrivés, ou en France ou en Europe, et qui ont dit « Ouais, on va mettre de l'argent », ils prennent de l'argent et les masques sont partis aux États-Unis. Donc ça va être la même chose. Le pétrole, là tu parles de pétrole, enfin je parle de pétrole, mais ça peut être l'acier ou autre chose, ça sera la loi du plus fort. Qui va payer le plus? Bon, écoute, tu m'ôtes les mots de la bouche et ça me fait plaisir d'échanger avec toi parce qu'encore une fois, toi, tu es dans le concret, en contact direct avec les entrepreneurs qui voient très bien comment ça se joue sur le plan stratégique aujourd'hui de maintenir une société qui produit de la valeur, qui produit de la valeur ajoutée, qui est rentable, qui est stable, etc. Et aujourd'hui, en Europe, on se pose la question de la stabilité de l'industrie et de la plupart des sociétés au titre de la nouvelle géostratégie qu'on n'a pas comprise. Sauf que si on avait un petit peu pensé cette géopolitique au titre de la transition énergétique et des limites à la transition énergétique, moi l'article que j'ai écrit sur la géopolitique, là il date de 2024, c'était 1 an avant les décisions de Trump sur les droits de douane, c'était avant que la Chine réponde en disant non, on va fermer nos exportations de terres rares, mais ça pouvait être anticipé si on n'avait pas l'illusion que la transition énergétique procure la souveraineté. Je suis très très fâché contre cette affirmation, d'autant plus qu'elle est portée par quelqu'un en qui j'ai par ailleurs plus grande confiance pour son travail, c'est Jean-Marc Jancovici, sur des tas d'affirmations qu'il fait, et en particulier sur la transition énergétique. Il n'y a rien dans la science qui permette d'affirmer que la transition énergétique c'est de la souveraineté, il y a zéro. Voilà, je pourrais lire avec lui, et ça me fera plaisir, les textes supposés défendre qu'il y ait un lien entre transition énergétique et souveraineté. Ça n'existe pas dans la science pour l'instant. Alors le seul cas que je pourrais voir, c'est que on trouve un moyen de produire de l'électricité sans être technodépendant d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faudrait inventer, c'est la fission nucléaire, c'est ça qui permet de générer automatiquement, auto-alimenter. C'est ça, si je me... Supposé, c'est conceptuel, ça n'est toujours pas fonctionnel, mais de toute façon, même avec une technologie de fusion, ça n'est pas de l'organisation. On obtient de l'électricité. Alors, on peut préciser un tout petit peu, on obtient de l'électricité qui est un flux d'énergie, mais c'est un vecteur, c'est pas du tout un moyen de produire les moyens de faire de l'électricité.
Mais déjà, tu as une partie de la recette. Si tu avais de l'énergie illimitée, tu peux dire, avec mon énergie illimitée, je fais venir des matières premières parce que j'ai gardé cette techno pour moi et je peux produire. Tu as une partie, bon, certes bancale, mais tu as au moins une partie de la solution. Mais même cette partie, on l'a pas, en fait. C'est ça qui est le problème. Vraiment, il ne faut pas parler d'énergie illimitée avec la fusion parce que c'est conceptuellement, c'est le produit marketing qui s'appelle comme ça, mais conceptuellement, c'est pas du tout illimité. Hein, voilà. Les infrastructures pour obtenir ce truc-là, d'abord, elles ne fonctionnent toujours pas. Énormes. Ouais. Et en plus, voilà, ce qui est illimité, c'est le combustible éventuellement, mais la structure, elle, n'est pas du tout illimitée. Oui, donc, même, comme toutes les centrales, elles ont une certaine durée de vie. Au bout d'un moment, il faudra tout refaire, le matériel, le machin, comme nos centrales nucléaires, qu'on prolonge chaque année de 10 ans dans 20 ans. Mais c'est vrai qu'on parle de créer des centrales nucléaires en France, mais on n'en a pas créé depuis des années, et il faut des années pour en créer. Donc ça va être très compliqué, quoi. Et normalement, alors c'est important ce que tu dis, parce qu'il faut des années pour créer une centrale nucléaire, et ça s'autofinance pas. C'est-à-dire qu'il faut d'abord investir. Voilà, ce que nos sociétés ont du mal à faire. Alors que les sociétés thermo-industrielles, il n'y a pas eu besoin d'investir, ou très très peu, pour exploiter le charbon, le pétrole et le gaz. Et en plus, dès qu'on investissait un tout petit peu, on avait des gains multipliés par 100. Ouais. Juste avec des coups de pelle et des coups de pioche dans le sol au début, et ensuite ça s'est autocatalysé jusqu'à aujourd'hui. Donc les schémas économiques sont strictement opposés en fait. On n'a pas de retour sur investissement manifestement dans des tas de structures de transition, alors qu'on a toujours eu du bénéfice en exploitant des vraies sources énergétiques, d'où la distinction que je fais entre sources énergétiques et sources auxiliaires d'énergie. Pour moi, ça n'a conceptuellement rien à voir. Et donc ces enjeux géopolitiques et géostratégiques, alors rapidement, hein, mais il est sûr aujourd'hui que la Chine a parié sur une nouvelle domination de son côté à partir de la transition énergétique des autres pays. C'est ça qui a été pensé et conceptualisé au titre même de ce que la Chine appelle une civilisation écologique. C'est-à-dire que la Chine promeut la transition énergétique à l'extérieur de son territoire et ne le fait pas sans condition. C'est elle qui a 700 000 brevets d'énergie propre, hein, soit plus de la moitié du total mondial. Si les États-Unis en 2008 produisaient la moitié du polysilicium mondial, aujourd'hui la Chine en produit 90%. Il faut voir à quel point la bascule industrielle a été massive et rapide. La Chine exporte 21 fois plus de batteries que les États-Unis, 3 fois plus de véhicules électriques. Elle exporte 580 fois plus de panneaux et modules solaires que les États-Unis aujourd'hui. Ah, ils ont cassé les. En fait, l'industrie solaire française a été détruite. C'était le dumping, un petit peu comme dans le domaine du business. Google a tué les autres avec Google Maps, puisqu'en fait Google Maps était gratuit, gratuit pour nous, hein, ils finançaient grâce à la pub, gratuit pour nous, et ils ont tué tous les autres Mappy, Maporama, etc. Et donc en fait, on arrive un petit peu sur la même chose quand on fait un dumping sur les prix. Les Français n'ont pas pu tenir. Alors maintenant, ils font un peu d'ingénierie, on continue à vendre un petit peu, mais on ne produit plus. Et on perd cette connaissance. Comme pour les centrales nucléaires, on a perdu cette connaissance, on a perdu cette capacité. Et les seuls qui savent encore en faire, c'est les Chinois, peut-être un peu les Américains. Mais la France a perdu une grande partie. Enfin, même si je pense qu'on est encore plus incapable, mais on n'a plus cette capacité. Comme l'époque de la centrale nucléaire française qui était en réparation, il a fallu donc trouver des soudeurs et faire venir des soudeurs des États-Unis parce que on avait des normes qui faisaient que les gens ne pouvaient pas souder parce qu'il y avait trop d'exposition, truc. Donc ça va se. Oui, je suis d'accord avec toi que on arrive sur une dépendance, une technodépendance. Et on ne produit plus, tu as trouvé la formule parfaite, on ne produit plus parce qu'on n'a plus les minéraux et les ressources énergétiques sur notre sol pour les mettre en contact avec un ouvrier ou plusieurs ouvriers et pour fabriquer les machines. On ne peut pas fabriquer de zéro, ici, aujourd'hui, en Europe, de zéro, hein, c'est très important. Avec la première rencontre entre l'énergie et les ressources, on ne peut pas fabriquer de zéro des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou des centrales nucléaires. On ne peut pas physiquement. On n'a pas la capacité d'organisation, j'en reviens à ce mot très important. La Chine, là, et aujourd'hui, elle contrôle 60% de l'extraction et 90% du raffinage mondial des terres rares, qui sont critiques, mais à un niveau absolument fondamental, pour la transition, puisqu'elles sont indispensables dans des capteurs, dans les convertisseurs de puissance, dans les alliages spéciaux, les catalyseurs utilisés dans l'électronique, dans les systèmes de stockage, dans les systèmes de réseaux intelligents, dans les aimants permanents à haute performance, évidemment, dans la chimie de certaines batteries,
et dans les composants électroniques des voitures électriques, etc., etc. En fait, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en Europe, c'est organiser des ressources. Alors, on en aurait éventuellement des terres rares, etc. Mais comme tu dis, il y a un problème de normes et de coûts. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Mais même si on avait accès à ces ressources minérales, ces métaux-là, on n'a pas l'énergie pour les organiser depuis le départ. On n'a pas, ou très très marginalement, le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc voilà, la Chine avait une stratégie anticipée fondée sur une illusion qu'elle n'a peut-être pas, probablement pas, mais que nous avons, c'est que la transition énergétique serait supposée garantir la souveraineté. Elle n'a pas cette illusion-là. Donc, elle fait d'abord faire aux autres une transition énergétique, elle en fait aussi une importante, ou en tout cas, elle fabrique, elle construit, elle installe beaucoup de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, etc. Ouais, même les barrages des Oui, 5 gorges, c'est ça, ou 7 3 gorges? gorges, je crois. 3 gorges, voilà, et qui a le plus gigantesque barrage jamais construit. Mais justement, et ça, je trouve que c'est une excellente illustration du fait que, ok, on se dit, ce barrage-là, il permet d'assurer une transition écologique et énergétique. Sauf que ce barrage-là est sur une faille, en fait, de tremblement de terre, et qui nous dit, avec une durée, une vision de 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, est-ce qu'il n'y aura pas un tremblement de terre, des mouvements de terrain qui font que finalement, pouf, ça peut disparaître, alors avec bien sûr des morts, des machins, etc., etc. Mais on n'a pas ce recul sur des dizaines et des dizaines d'années. C'est comme pour Fukushima. Pendant très longtemps, la centrale a été tranquille au bord de l'eau et il y a eu un tsunami qui a emporté tout. Et je le disais il n'y a pas très longtemps, on va arriver sur une société d'écart type et plus une société de moyenne. Et on peut très bien Ah oui. avoir un énorme torrent d'eau qui va arriver. Est-ce que les infrastructures seront capables de les absorber, de les générer? Et ça peut être un vrai souci à la fois. Bah, là, je parle de ce barrage-là qui est immense, qui tient, voilà, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Ton exemple est très bon. Ce barrage hydroélectrique, s'il venait à défaillir ou être détruit par un événement climatique ou géologique, Tremblement de terre. voilà, tremblement de terre, c'est une énergie auxiliaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, directement en exploitant la force de l'eau, fabriquer un barrage hydroélectrique. D'accord? Donc il faudrait de nouveau investir ou aller convoquer l'industrie des énergies fossiles pour refaire ce barrage hydroélectrique. Ça n'est pas une énergie autonome, la force de l'eau, pour nous. Ça ne procure aucune organisation. Et donc la Chine, elle est ravie que des pays à l'extérieur d'elle fassent une transition énergétique, continuent à se délester ou se délestent des hydrocarbures qu'ils exploitent. Elle, de son côté, ne se déleste pas tant que ça, voire pas du tout des hydrocarbures. Elle en réoriente l'exploitation, alors le moins possible près des villes pour éviter la pollution. Mais globalement, pour l'instant, elle n'a pas vraiment freiné l'exploitation des hydrocarbures. Et on ne sait pas, on voit quand même qu'il y a moins d'émissions de CO2 de la part de la Chine. On ne sait pas si ces moindres émissions de CO2 sont dues à un choix, une intention volontaire de réduire les émissions de CO2 au profit d'une supposée transition énergétique, ou si c'est le même problème que pour tout le monde sur la planète, c'est que les hydrocarbures sont plus chers à exploiter et de moins bonne qualité au fur et à mesure qu'on les exploite. Donc aujourd'hui, ça n'est pas tranché. Et de toute façon, à terme, on va forcément émettre moins de CO2 parce que la géologie nous l'imposera. Donc, on ne sait pas aujourd'hui si vraiment c'est intentionnel de moins émettre de CO2. Par contre, on sait que c'était intentionnel de la part de la Chine de rendre quantité d'autres territoires dépendants de son industrie, parfaitement carbonée encore aujourd'hui. Et je pense que l'Europe s'est trompée lourdement depuis pas mal d'années sur les ambitions de la Chine et sur les capacités de l'Europe à devenir souveraine grâce à l'énergie du vent, comme on l'a dit, ou aux centrales nucléaires ou aux panneaux photovoltaïques. Pour moi, c'est une grave erreur d'analyse fondée sur les illusions que la transition énergétique serait physiquement possible. Ouais, et moi, ça me fait rebondir sur l'analyse qu'avaient fait les Américains, sur le fait qu'ils disaient aux Européens, n'importez surtout pas du gaz russe parce que vous allez être dépendant. Et là, c'est la même chose. Donc l'industrie
allemande était dépendante du gaz russe. Quand il y a une guerre et qu'ils ont coupé le tuyau, au sens propre et figuré du terme, et ben en fait, ça a été une catastrophe. Et moi, je l'ai vu quand tu habites dans un appartement. Je suis parti de conseils syndicaux et on a vu l'augmentation des prix. On est passé de 25 euros le mégawattheure à 150, Hmm. un truc de malade. Et c'est complètement fou. Et là, ça ouvre en fait une dépendance énorme. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'as plus cette dépendance. Que là, c'était au gaz. Là, maintenant, c'est l'énergie éolienne ou photovoltaïque. Et c'est vrai que si demain, ils décident de multiplier par deux en disant, voilà, non, on va plutôt servir d'autres personnes, on va servir notre marché intérieur, ou on n'est pas content, mais 25% de droits de douane, comme le dit Donald Trump, parce que c'est vrai que la Chine est un gros prédateur. Là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une infographie sur sa marine qui va au large des côtes d'Amérique du Sud pour aller récupérer du poisson à la limite des eaux territoriales. Et ils font la même chose dans la mer de Chine où ils sont en train de se battre. Mais ok, est-ce qu'on aura les moyens, nous, de dire non à la Chine quand ils iront en Nouvelle-Calédonie pêcher autour, quand ils iront d'autres endroits, parce que eux, ils ont une population à nourrir et ils voudront assurer la stabilité chez eux, quitte à aller voler des matières partout. Et on ne pourra rien dire parce que c'est eux qui nous fourniront de l'énergie. Je te rejoins. Alors, je te rejoins un point quand même. Il faut pas. Alors, la Chine fait des choses que nous avons faites pendant des années, des décennies et pendant 2 siècles avec le passif colonial que nous connaissons. Ce qui est d'autant plus étonnant finalement que nous n'ayons pas vu que la stratégie de la Chine ressemblait beaucoup à ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous, en particulier avec l'imposition de nos brevets technologiques sur toute la planète pendant des siècles, pendant des décennies, l'imposition de droits d'extraterritorialité, les États-Unis sont très forts là-dessus. La Chine fait sensiblement la même chose aujourd'hui. Ce qui est troublant, c'est que nous ne comprenions pas qu'elle fasse ce que nous, on a fait pendant des décennies. Voilà. Et elle va rendre d'autres populations et d'autres pays dépendants d'elle, comme nous avons rendu d'autres des pays dépendants de nous pendant un certain temps. Et nous, on est complètement aveugles et on ne le voit pas. Alors même, et je vais citer Deng Xiaoping qui disait en 1992, les terres rares sont à la Chine ce que le pétrole est au Moyen-Orient. Voilà l'antériorité de la pensée stratégique de la Chine, dont on sait qu'elle a une culture qui a plus de facilité à penser le temps long que nos propres cultures. Voilà, j'ai des éléments expérimentaux et de psychologie sociale pour comprendre qu'effectivement, nos sociétés ont perdu cette capacité à penser le temps long et qu'elles se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau, voilà, sidérées face à ce qui se passe sous nos yeux. Les puissances qui ont la main aujourd'hui pour négocier la victoire ou la perte la défaite de l'Ukraine dans son conflit, dans le conflit avec la Russie, eh ben c'est les États-Unis et la Chine. C'est eux qui sont en train de mettre les cartes sur la table et de décider de qui va gagner cette guerre. C'est pas l'Europe, alors que cette guerre se joue en Europe. Et ce sont les puissances carbonées qui ont la main. C'est pas nous. C'est plus nous. J'articule vraiment ce qui se déroule sous nos yeux à la problématique énergétique organisationnel. Celui qui a la possibilité d'organiser, il prend les décisions. C'est là où je voulais en venir sur la suite de... Ah mais t'as raison, et toi ça me fait penser aux ressources énergétiques qu'il y a dans le Groenland, Antarctique, etc., qui sont normalement du bien commun à ne pas forcément utiliser, ou je crois que c'est le Danemark qui possède une partie de ces pays-là et le Canada. Enfin, ce pays, je sais pas si on appelle ça des pays, ces territoires. Et c'est vrai que pourront-ils faire si les États-Unis ou la Chine décident, bah non, c'est à nous. On n'aura pas, on a peut-être quelques porte-avions nucléaires et encore, mais sans les vaisseaux accompagnateurs qui défendent le porte-avions nucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pourra pas, on n'aura pas notre voix. On pourra se clamer en disant à l'ONU, non, c'est pas bien de faire ça, mais ça sera juste une position. À moins qu'il y ait une association comme les non-alignés à l'époque de la guerre froide qui puisse faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant. De la même façon que l'Europe a dominé pendant 200 ans, puis les États-Unis, le monde, parce qu'elle avait les capacités d'organisation du socle de l'industrie thermo-industrielle, puisqu'elle avait les ressources et les matières sur son sol, et qu'elle a ensuite siphonné le reste du monde,
Elle avait les capacités d'organiser le socle, donc elle imposait ses décisions à tous les autres pays qui n'avaient pas les moyens ou les brevets ou dont on ne laissait pas la liberté d'exploiter leur propre socle de ressources ou d'énergie. Ils ne pouvaient faire que des opérations secondaires des processus industriels. Et pour pouvoir opérer ces processus secondaires dans les processus industriels, ils devaient demander l'autorisation, les brevets, ou payer, ou honorer leurs Voler. dettes. Oui, ou voler, comme les Français ont Voilà. volé l'art de faire des Oui, miroirs, comme les Italiens ont volé l'art de faire de la peinture à l'huile, toutes ces choses-là. En fait, il y a du vol technologique. Les verres de soie qui ont été volés par je crois que c'est des Français, qui ont été, ou le secret du kaolin pour faire de la porcelaine. ouais. Mais voilà, tout ce que tu décris là, ce sont des processus physico-chimiques de transformation initiaux qui sont le socle. Ensuite, quand on a la possibilité de faire la porcelaine, on a le marché derrière. Voilà. Si on fait la meilleure porcelaine au niveau mondial, c'est nous qui décidons de qui sera les clients et comment on va imposer les prix et les tarifs au reste du monde. C'est avoir le socle organisationnel des transformations de matière, c'est avoir le pouvoir, pour être plus clair. Or, par définition, comme tu le disais tout à l'heure, un panneau photovoltaïque, une centrale nucléaire ou des éoliennes, ce sont des processus secondaires de transformation. Ce sont des trucs qui sont en bout de chaîne des transformations dans les sociétés thermo-industrielles. Donc tous ceux qui veulent fabriquer ou entretenir des ENS, des énergies dites de substitution, doivent demander l'autorisation à ceux qui possèdent sur leur sol le socle des sociétés thermo-industrielles. Ce ne sont pas des systèmes industriels autonomes du tout. Voilà, c'est assez simple à comprendre et je suis frustré qu'on ne le voit pas. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que on ne comprend même pas ce qui se passe sur le plan géopolitique aujourd'hui. Les analystes spécialistes de l'industrie, de l'innovation, de la tech ne comprennent pas que l'Europe soit si faible pour négocier quoi que ce soit sur la scène internationale, alors qu'il y a des raisons industrielles, énergétiques, organisationnelles profondes et qui se comprennent très bien quand on n'a pas assimilé toutes les énergies à nos fantasmes de toute puissance. Bon. Ouais, c'est vrai que quand je vois des plans de réindustrialisation de la France, sur la théorie, c'est bien, mais si on n'a ni matière première ni énergie pour marcher, c'est compliqué. Alors, avec l'énergie nucléaire, on peut éventuellement avoir de l'énergie bon marché pendant un certain temps, le temps de vie Voilà. et de prolongation des centrales nucléaires, mais c'est tout. Et comme l'Allemagne, avec l'Europe, homogénéise les prix, et ben en fait, finalement, on n'a pas cet avantage concurrentiel qui nous permet de faire de l'industrie lourde ou pas lourde, enfin de l'industrie à moins cher en fait. Absolument. Et je le redis, hein, je sais qu'on va répondre à ce que tu viens de rappeler, qu'on peut faire de l'électricité, on peut faire de la sidérurgie avec l'électricité qui sort d'une centrale nucléaire. On alimente des fours à arc électrique, on fait fondre des métaux, et donc là, on a de nouveau une sidérurgie. Mais ça ne répond pas à la question de l'effet ciseau, du cannibalisme énergétique. C'est-à-dire que si on fait une industrie postérieure à la centrale nucléaire, eh ben on va devoir négocier un conflit entre l'électricité qui sortira de cette centrale pour le bénéfice des sociétés dans leur ensemble, le quotidien, allumer nos ordinateurs, nos cafetières, etc., et pour l'industrie qui est censée entretenir cette centrale elle-même, qui, elle, s'use progressivement, qui a besoin de temps de maintenance, même d'être complètement éteinte la plupart du temps lors des événements de maintenance, on l'a vu il y a quelques années en France, et donc ne produit plus, ou moins. Et donc c'est un conflit qui, sur le plan physique, est connu. Les systèmes auto-organisés, les systèmes tout court, ne peuvent pas s'auto-organiser à partir de leur énergie interne. Je m'en tiens là pour la théorie. Mais en fait, c'est assez vertigineux de voir que les spécialistes de l'énergie ne comprennent pas cet effet ciseau. Voilà, bref. Un petit point sur les métaux de la transition. Je passe rapidement, mais là on voit à quel point les technologies dites de transition, de substitution, les ENS sont dépendantes de métaux qu'on n'exploite plus ou marginalement sur nos territoires. Mais ce qui est surtout important, ce que je voudrais dire, c'est que l'aspect quantitatif est marginal dans cette négociation sur les métaux et les ressources critiques. Là, par exemple, pour l'éolien en mer, on voit qu'il y a assez peu de terres rares. C'est pas un truc extrêmement indispensable. Sauf que s'il y a le moindre besoin d'un tout petit ustensile technologique pour stabiliser la production de ces éoliennes en mer, et que ce petit truc, une puce mettons,
est détenu, dont le brevet de ce petit processeur ou de cette puce est détenu par la Chine, en fait, la France ne pourra pas entretenir comme elle le voudra l'ensemble de son parc éolien. Elle va devoir négocier sur la scène internationale le droit de nouveau d'exploiter cette puce qui a besoin de terres rares pour fonctionner ou un aimant cassé, ou etc., etc. Donc le quantitatif, on a tendance à dire parfois qu'il y a peu de terres rares dans certaines infrastructures ou peu de ressources critiques, peu de métaux critiques, mais c'est pas ça la question. C'est à quel point ça empêche le fonctionnement global du système énergétique. Et s'il y a des brevets pour une toute petite pièce qui paraît marginale à nos yeux, mais que lorsqu'elle casse, tout s'arrête, en fait, on est dépendant pareil, même si quantitativement, il y a besoin de peu de ressources à l'intérieur. Et là, à nouveau, ce genre de dépendance avec les brevets, on l'a fait sur l'entièreté de la planète pendant des siècles. Il n'y a pas de raison que la Chine ne le fasse pas. Un point aussi par rapport à la décision et aux illusions qu'on se façonne. On dit souvent, mais la transition, en fait, elle pose aucun problème. Et là encore, c'est écrit au cœur des rapports du GIEC. La transition ne pose aucun problème, et c'est comme ça qu'elle est vendue à de nombreux industriels aussi. C'est qu'elle n'est pas chère. Les infrastructures sont pas chères à fournir. Aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, grâce à un dumping important et toujours parce que la Chine a largement subventionné ses exportations de NS, eh bien, ça coûte pas cher d'installer des panneaux photovoltaïques, des centrales, d'éoliennes ou même des centrales nucléaires, parce que la Chine n'est pas non plus tout à fait à l'écart de ce marché-là. Mais même si on s'en tient aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, c'est pas cher. Bon. Des moulins à blé, en 1800, en 1809, il y en avait à peu près 20 000 sur le territoire français. Ça veut dire qu'à un moment donné, le prix des moulins à blé a été suffisamment bas pour qu'on en fabrique suffisamment pour alimenter tout le territoire français. Donc le prix, il a été bas, voilà, il a été au juste prix suffisant pour que tout le territoire français puisse avoir de la farine à disposition. Est-ce que pour autant, un jour, on s'est dit, on va arrêter de manger de la farine et on va s'alimenter avec de l'eau, la force de l'eau, ou avec la force du vent qui fait tourner les moulins? Pas du tout. Le prix n'est pas un indicateur de possibilité de transitionner. Je voudrais disqualifier cet argument qui n'a absolument aucun sens. C'est pas parce qu'une infrastructure ENS est faible en coût d'installation, ne coûte rien, qu'on va pouvoir faire fonctionner nos sociétés avec l'énergie du vent ou l'énergie solaire. Ça n'est pas la même chose. On n'obtient toujours pas d'organisation avec le vent et le soleil, même si c'est pas cher. D'accord. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Toi qui connais bien et qui es en contact avec les entrepreneurs, ils sont sensibles à l'argument prix. Simplement, l'argument prix pour la Chine, c'est achetez-nous des panneaux photovoltaïques pas chers, mais devenez dépendants. Voilà. Ouais, tout à fait. Les panneaux photovoltaïques, les éoliennes ne sont pas des moyens de souveraineté industrielle. Certainement pas. Très brièvement, ici, on a un forgeron dont le marteau là, frappe l'enclume en étant animé par la force de l'eau qui fait tourner une roue à aube. D'accord ? Là, c'est vraiment une image pour distinguer ce qui relève de l'organisation de ce qui relève de l'énergie auxiliaire. L'organisation, ici, elle ne se passe qu'à un seul endroit, c'est le travail du forgeron qui, avec la force du marteau, transforme une pièce métallique pour fabriquer une casserole, une poêle, un couteau. C'est là que se passe l'organisation. Et l'organisation chez le forgeron, elle est due à son travail manuel et à la chaleur qui a permis de fondre le métaux, de le rendre malléable. D'accord ? Le métal. C'est là que se passe l'organisation. On structure la matière avec des mouvements manuels et de la chaleur qui permet à la matière d'être malléable. Et c'est là que on structure, on organise la matière, on obtient de la valeur ajoutée. On a un truc informe et on obtient un couteau. Et la valeur ajoutée, elle est là. La force de l'eau qui a animé la roue à aube et fait bouger le marteau n'apporte aucune organisation. Aucune. On ne peut pas transformer de la matière informe en couteau avec la force de l'eau. Ouais, et là, si on fait la même métaphore, le marteau là qu'utilise ton forgeron, c'est le panneau photovoltaïque qui permet de faire ça, c'est la centrale nucléaire qui permet de faire ça, ça peut être donc l'éolien. Et le problème, c'est que le point, enfin le levier, parce que c'est levier, en fait, c'est la Chine qui le vend, ou d'autres pays, mais surtout la Chine. Voilà, exactement.
voilà, la Chine, elle a les moyens de fabriquer la roue à aube, le marteau, le levier, et elle a même le flux d'énergie de ressources carbonées qui remplace la chaleur qui a, voilà, qui a fondu le métal. Elle a les moyens en amont de fabriquer ce dont nous, on va se servir en énergie auxiliaire. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Bon, une illustration supplémentaire. Moi, ce que je voudrais, je manque souvent de temps pour parler de Diane Vaughan. Ça peut peut-être t'intéresser, toi, par rapport aux industriels, aux entrepreneurs que tu fréquentes. Ce qu'on a dit là jusque-là me paraît pouvoir diagnostiquer l'échec de la transition énergétique, mais ce qui empêche, il y a des couches d'empêchement à la compréhension de l'écueil de la transition énergétique qui sont supplémentaires à ce qu'on vient de dire. Alors, Diane Vaughan, c'est une sociologue qui, dans les années 80, a essayé de comprendre ce qui s'était passé lors du lancement de la navette Challenger en 1996, pardon, dans les années 90, pardon. Alors, pardon, je vais être plus précis. En 1996, elle publie The Challenger Launch Decision et elle a étudié le lancement de la navette Challenger en 1986, le 28 janvier, et Challenger a explosé quelques secondes après son décollage. Et ce qui s'est passé, la navette a explosé parce que des propulseurs d'appoint qui contenaient de la poudre ont eu des fuites parce qu'il y a un joint torique qui permet de rendre étanches les différents compartiments de ces propulseurs d'appoint. Ce joint, en fait, il n'a pas résisté à un choc thermique. Et ce choc thermique, il est dû au fait que ce jour-là, en Floride, l'endroit du décollage, il a fait un peu plus froid qu'il n'aurait dû. Et voilà, il y a une température négative, il y a eu un anticyclone exceptionnel, le ciel était clair, et il a fait moins 5 degrés. En Floride, il fait jamais froid, ou rarement, il fait rarement aussi froid. Et du coup, les organes de décision, les ingénieurs, ils avaient conscience qu'il allait faire un peu plus froid, mais bien qu'ils sachent que les joints étaient plus fragiles lorsque la température baissait, ils n'ont pas empêché le départ de la fusée. Donc il y avait une connaissance du risque, on avait tous les éléments en main, et pourtant, on a quand même laissé la fusée décoller et elle a explosé, faisant 7 morts. Et ce qu'elle a analysé, Diane Vaughan, c'est que avant les années précédentes et lors de la construction de l'élaboration de la navette Challenger, de sa conceptualisation, tout le monde avait très bien travaillé en prenant en compte tous les risques. Simplement, elle avait constaté une forme de ce qu'elle appelle une normalisation de la déviance. Il y a ce qu'elle appelle une tendance à l'acceptation des risques et au glissement vers une normalisation des opérations dangereuses. Mais ça, je retrouve tous les jours dans le domaine du software, Ouais. où en fait, quand tu dois sortir un logiciel, tu dis, bah voilà, on va sortir tel produit. Et puis en fait, tu te rends compte que tu es en retard, et puis bon, tu dis, oh, c'est pas grave si ça fait pas ça, oh, c'est pas grave si on n'a pas tous testé ça. Et puis de toute façon, tu es arrivé à la deadline, et comme tout le monde est pressé, que tu as la pression de sortir le truc, bah tu sors le produit, et il y a encore des petits bugs. Oh, tu me dis, ouais, ça va aller, ça va le faire. Et c'est là que, bam, ça crache. Précisément, je suis trop dans l'abstraction et dans la théorie au quotidien. J'adore discuter avec des gens comme toi qui voient de leurs yeux comment les erreurs se produisent dans le milieu de l'entreprise. Le pire, c'est que tu le sais que ça va mal se passer. Oui, Tu te dis, mais tu le prends quand même parce que tu as une chaîne de commandement avec différentes personnes. Et en fait, entre la vérité du terrain et la vérité qui est en haut, en fait, les gens n'ont pas conscience. Et ayant travaillé dans un gros projet chez un énergéticien, et donc en fait, on savait qu'il y avait une possibilité qui est un problème électrique, de fourniture électrique. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire On a fait une réunion, on était quand même 15 autour de la table, une dizaine, allez, peut-être pas 15, en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ce risque? Et puis on disait, le risque, ça peut arriver tel truc. Et en fait, on se disait, si ça arrive, il y aura tels impacts, tel truc. Et puis on se dit, mais est-ce que ça a vraiment une chance d'arriver?
Oh non, ça devrait peut-être pas arriver. Allez. Et puis on s'est retrouvé à la fin de la réunion en disant, ouais, bah normalement ça devrait être bon, mais si ça arrive, ça fait tout péter. Ils disaient, mais mec, à la fin, j'ai dit, mais mec, enfin, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va migrer cette instance spécifique sur un petit serveur dédié. Si lui il pète, c'est pas grave, mais 99% des autres clients, ils vont fonctionner. Donc valait mieux. Et j'étais halluciné que les gens se disent, allez, on croise les doigts. On espère qu'il n'y aura pas ce petit problème. Alors que je disais, non, mais au contraire, faut se dire, putain, anticipe-le. Alors finalement, le problème n'est jamais arrivé et la plateforme a très bien fonctionné. Mais j'étais étonné qu'il y avait tout le monde autour de la table et tout le monde était conscient. C'était assez fou. C'est fou, oui, et c'est complètement vertigineux. Personne n'osait dire non. Ouais. Alors, il y a effectivement, elle parle effectivement du rapport à la hiérarchie et de la délégation de la responsabilité à son supérieur ou à la personne en dessous. Ça, effectivement, ça fait partie de la problématique. Ce qu'elle diagnostique aussi qui est intéressant, c'est que tout le monde avait bien travaillé et tout le monde avait l'impression d'avoir bien suivi toutes les règles et mis en place suffisamment de protocoles. Alors qu'en fait, non. C'est juste qu'ils ont accepté des petites anomalies, des petites entorses au protocole. Au début, étaient toutes petites, et progressivement, il y a un glissement méthodologique. On accepte une première anomalie, et puis on en accepte une deuxième, une troisième, etc. Et il y a un glissement, et les managers ne violent aucune règle, donc ils ont l'impression d'être droits et d'avoir bien fait leur travail, et au titre de cette impression d'avoir bien fait son travail, en fait, là, ils acceptent la décision qui va être catastrophique. Ah, mais ça, je te dis, c'est dans le logiciel, on le voit tout le temps avec les produits, parce qu'au début, tu dis, ouais, j'ai un tel périmètre fonctionnel, et puis après, fil du temps, tu le dégrades, tu le dégrades, tu le dégrades, Ouais. et puis tu dis, ah, bon, c'est pas génial, mais bon, allez, ça le fait, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a des gens, parce qu'il faut avoir la deadline. Et moi, ça m'est arrivé une fois pour un projet de callbot, on est allé mettre en production un callbot, et on se disait, putain, on touche du bois, est-ce que ça va marcher? Et il y a qu'une seule personne qui a dit, non, on pose le crayon, on s'arrête et on vérifie. Mais c'est une décision qui était vraiment forte. Et Ouais. les gens n'osent pas le faire. Ah oui, oui. Ouais, je vais la citer parce qu'elle le dit vraiment parfaitement. La normalisation sociale de la déviance signifie que les gens au sein d'une organisation deviennent tellement habitués à des comportements déviants qu'ils ne les considèrent plus comme déviants, malgré le fait qu'ils outrepassent largement leurs propres règles de sécurité élémentaires. Mm. Alors, là, je vais donner un exemple. En 2023, on a eu le premier jour où, en moyenne mondiale, on a mesuré 2 degrés de réchauffement. Alors, c'est une moyenne mondiale sur un jour, ça ne veut pas dire qu'on était à 2 degrés de moyenne lissée sur une décennie, on n'en était pas là, mais on a mesuré 2 degrés de réchauffement supplémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a fait le tour des médias, les climatologues se sont alarmés, il y a eu quantité de presse. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a été dit, alors on a eu un rapatriement, comment dire, un ancrage rapide sur les règles et les normes. Les climatologues, ils ont dit les modèles climatiques sont robustes, ça va. C'est encore dans la marge de manœuvre qu'on avait prévue, donc on reste dans le cadre de notre travail qui est toujours aussi bon, bien qu'on ait déjà mesuré 2 degrés. En fait, on l'avait déjà prévu, quoi. Ils ont relativisé. Ils ont dit, pour être sûr du franchissement du seuil de risque, il faut quand même attendre bien plus longtemps. On va attendre, en gros. Hein. On va relativiser ce risque. Oui, c'était prévu, ça fait partie de ce qu'on a modélisé. Donc, on va quand même rester prudent, entre guillemets, et on va attendre quelques années pour être sûr que ça soit bien une moyenne et qu'on ait bien dépassé les 2 degrés. Il s'est passé ce qu'on appelle une persévérance dans l'erreur, que tu dois aussi rencontrer au quotidien dans le monde de l'entreprise. On s'est dit, de toute façon, le programme pour faire baisser les émissions, il est établi. Il suffit de le suivre, on va faire la transition énergétique. On ne remet pas en cause le programme parce qu'il est supposé bien fonctionner, sauf qu'il aurait déjà dû bien fonctionner. Mmh. Mais comme on a bien travaillé, qu'on a bien suivi les règles et qu'on travaille bien en équipe, on va quand même suivre le même programme, bien qu'on ait quand même des alertes, comme pour la navette Challenger, il fait un peu plus froid, là il fait un peu plus chaud, on devrait normalement revoir là où il y aurait peut-être des erreurs dans le programme, comme tu le disais pour les exemples que tu donnais. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait suite au constat qu'on est déjà à 2 degrés sur une journée, sur une année, peut-être trop tôt par rapport aux échéances? On ajoute des patchs. Au lieu de revoir fondamentalement le programme de transition énergétique, on va ajouter de la recapture du CO2.
Ouais, Voilà. sauf que là encore une fois, c'est de l'aléatoire, c'est de la technologie, et c'est rajouter enfin, réutiliser l'énergie pour essayer de réduire l'énergie. Voilà, donc on ajoute de la recapture du CO2, on ajoute de la géo-ingénierie dans les modèles et on va voir si ça passe. C'est ça qu'on va passer, c'est ça qu'on va faire, ce qui s'appelle authentiquement une normalisation de la déviance. Et je crains que l'humanité entière, alors peut-être pas l'humanité entière, mais justement une partie de l'humanité qui est persuadée que ça va bien se passer, parce qu'on a bien travaillé et qu'on a prévu tous les patchs technologiques, on va finir par résoudre le problème climatique. Sauf qu'en fait, voilà, ce schéma est assez typique. Chaque année qui passe, les records d'émissions sont battus, et en fait, il va falloir aller encore plus vite théoriquement pour réduire les émissions. Je ne sais pas si tout le monde voit dans la vidéo l'animation que je montre. C'est ça la normalisation de la déviance. C'est chaque année, on va réajuster le modèle, mais quantitativement, pas qualitativement. Voilà où il y a. Je passe rapidement là-dessus. Je peux lire éventuellement celui-ci. C'est celui qui montre, par exemple. Là, on voit que chaque année, on n'a pas réussi à correctement réduire les émissions de CO2, donc on va ajouter des émissions négatives aux prescriptions. Voilà, c'est ça une normalisation de la déviance. On n'avance pas, on est dans l'échec, donc on ajoute des trucs dont on voit déjà que ça ne marche pas. Voilà, donc je peux éventuellement conclure là-dessus. Je crains que nous soyons dans une situation où, en espérant, enfin, en faisant toujours la même chose, on espère que les résultats changent. Je crains que ça soit malheureusement un espoir infondé et particulièrement dangereux. Je reprends l'exemple de la navette Challenger. Je crains qu'on soit dans une situation où, à force de normaliser les modèles, on se rend en situation d'émettre toujours plus de CO2 sans même s'en rendre compte. Voilà, c'est ça, je pourrais conclure là-dessus. On est tellement convaincu que la transition énergétique va marcher, voire qu'elle marche déjà. J'ai lu une phrase la semaine dernière. J'ai lu la phrase suivante. On est face au paradoxe du progrès invisible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement convaincus que la transition énergétique fonctionne déjà, alors qu'il y a des records de CO2, d'émissions de CO2 qui sont battus. Eux mettent en face de ces records d'émissions de CO2, mais enfin, les progrès sont invisibles, mais ils sont là. Ouais, mais pourquoi? Parce que enfin, nous voyons de manière concrète dans notre quotidien. Tu vois, moi, je suis à côté ici de la rue, je vois que les gens conduisent en voiture électrique. Je vois Oui, que le photovoltaïque se développe. Je vois que l'éolien, on en parle de plus en plus. Sauf que, comme tu l'as montré tout à l'heure dans ton graphique, ça ne diminue pas la consommation d'énergie, au contraire, elle continue, et ça ne diminue pas la production de CO2. Donc en fait, la solution n'est pas de passer vers des énergies renouvelables, mais de faire autre chose, c'est-à-dire décroître notre consommation, favoriser le vélo au lieu de la voiture ou de la voiture électrique. Et c'est ça qui, moi, me rend fou, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur une vidéo sur Limite, qui disait, je sais plus qui le disait, mais je sais pas si c'était pas Jean-Baptiste Fressos, qui disait que euh, un tiers de l'énergie était utilisé pour faire rouler les véhicules, mais les 2 tiers de l'énergie pour la question autoroutière étaient utilisés pour comment dire, réparer, maintenir le système autoroutier. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'est hmm. vrai que ça m'avait effaré parce que c'est vrai que en France, on construit des infrastructures, on construit des ponts, on continue à aménager les routes. On a de très belles routes en France par rapport à d'autres pays, mais à un moment donné, en fait, on aura beau avoir des voitures électriques, si on n'a pas le pétrole, les énergies, le bitume pour refaire les routes, et ben les voitures électriques, bah, c'est ce qu'on constate déjà dans certaines. Moi, quand je vais en région, dans certaines régions, les routes sont moins entretenues. On met un petit coup de réparation, mais on fait pas une réparation de la route. On n'aura plus les moyens d'entretenir les routes. Or, nos systèmes de voitures sont faits pour des, enfin, nos voitures sont faites pour des routes qui sont bien entretenues, droites, avec des autoroutes où on peut rouler à 130. Sauf que, comment va-t-on faire pour ne pas augmenter, voire réduire notre consommation d'énergie de voitures, de création, d'entretien des routes et du réseau routier, avec une diminution du CO2. Ça, je ne savais même pas que c'était le cas. C'est- j'ai- Hmm. Ça m'a un petit peu laissé. Enfin,
comment peut-on imaginer faire une transition énergétique si on ne gère qu'une petite partie du problème en tout cas? Écoute, en conclusion, c'est parfait parce que ce que tu viens de distinguer, c'est l'endroit où on dissipe de l'énergie, où on dégrade de l'énergie, c'est en faisant avancer une voiture électrique. On dégrade de l'énergie sous forme électrique. Elle est chimique dans la batterie, on la dégrade et ça crée du déplacement. Et là, il n'y a aucune organisation de rien du tout. C'est juste de la dégradation d'énergie. Ce que tu pointes là, c'est que pour que la voiture puisse circuler sur une route, il faut organiser de la matière pour que la route soit là, et réparée et entretenue. Et là, ça, on ne peut pas le faire avec de l'électricité, parce que l'électricité, c'est un vecteur d'énergie, ça ne procure aucune organisation. Ouais, ça ne fait pas du bitume. Ça ne fait pas du bitume. L'organisation, c'est une réaction physico-chimique, en l'occurrence fondée sur une oxydoréduction, qui permet d'assembler des molécules ensemble pour obtenir de la matière transformée avec un usage spécifique. C'est ça l'organisation, c'est ça le dilemme de nos sociétés, c'est organiser la matière, c'est pas dégrader de l'énergie. Dégrader de l'énergie, on sait le faire, c'est très très facile. Et toute la transition énergétique est fondée sur la confusion entre la dégradation de l'électricité, que tout le monde sait bien faire, et organiser une société. Ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas du tout les mêmes processus physico-chimiques qui sont en amont. Et je le déplore, je suis le premier à le déplorer. Les processus physico-chimiques qui sont en amont de l'organisation des sociétés thermo-industrielles, c'est la combustion des énergies fossiles. C'est malheureux. Et il ne faudrait pas que ce soit ça. Mais l'organisation, c'est la combustion des énergies fossiles, malheureusement. Alors, je sais que tu n'aimes pas parler solutions, mais quels sont qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi de mon côté, j'essaye d'agir de manière assez terre à terre. J'essaye d'utiliser l'IA uniquement quand c'est nécessaire, même si t'as parlé de révolution industrielle, je trouve que c'est une révolution servicielle qui est énorme. Enfin, dans mon métier à moi, même moi qui ne suis vraiment pas un fan, enfin, je suis impressionné par l'intelligence artificielle. Je suis vraiment effaré par le coût écologique et pourtant tu parles de dilemme de la Reine Rouge. Si tu ne l'utilises pas, l'IA, actuellement, tu es hors marché. Je donnerai un exemple qui te parlera tout à fait et qui viendra illustrer le dilemme de la Reine Rouge. Actuellement, dans mon secteur d'activité, si tu ne vends pas le logiciel avec les fonctionnalités d'IA, même si les personnes n'en ont pas forcément besoin tout de suite, c'est pas indispensable, si tu ne les proposes pas, tu es hors jeu parce que les gens disent mais si vous ne proposez pas ces fonctionnalités-là, nous, on est en perspective, en évolution, on voudra pas votre produit. Comme si tu ne vas pas acheter une vieille bagnole d'ancienne génération par rapport à des gens qui vont dire, mais nous, on a la clim, on a l'allumage automatique des phares, on a ceci, cela. Tu vas pas acheter un vieux nanar des années 70, une Renault 9 des années 70, quand quelqu'un te dit, bah attends, prends le dernier SUV du truc. Donc, tu ne peux pas, enfin c'est le fameux dilemme de la Reine Rouge, tu ne peux pas, tu es obligé de couvrir et de maintenir au niveau technologique parce que si tu le fais pas, tu perds ton marché. Les gens ne veulent pas travailler avec toi. Enfin, en tout cas, dans mon domaine à moi. Et je vois ce point-là, quoi. Alors, très rapidement sur l'IA, c'est quelque chose que j'ai envisagé il y a assez longtemps dans le livre là, qui est affiché, qui s'appelle La solitude est impossible. Il faut envisager que nous soyons pris dans une reine rouge, comme tu le dis, et en particulier dans une forme de domestication par la technologie. Et là, nous sommes au sommet de la domestication, c'est-à-dire que nos fonctions même d'organisation de la pensée et du langage commence à être, voilà, on nous en dépossède, la technologie nous en dépossède, et du coup, on est obligé de la suivre parce que c'est elle qui organise maintenant le langage et la pensée. Voilà. Et nous sommes domestiqués par elle, et on a encore un problème d'organisation, c'est qu'on n'a plus la main sur cette organisation-là. Donc, voilà, je le déplore autant que toi, mais en même temps, je sais qu'on est pris dans ce mouvement-là, et moi-même, je ne parviens, alors j'ai moins besoin de l'IA que toi, je l'utilise relativement peu, mais je sais que je suis pris dans ce mouvement-là. Pour l'instant, j'ai pas le choix. Tu parlais de solution, moi j'utilise rarement le terme de solution, mais ce que je pourrais dire, c'est que même s'il n'y a pas de solution, voilà, éventuellement s'il n'y a pas de solution, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, c'est pas la question pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne comprend pas ce qui se passe, ben, on va droit dans le mur, mais bien plus fort. C'est comprendre. Moi, la première pierre que je propose à l'édifice de la transition, quelle qu'elle soit, c'est comprendre. Comprendre qu'on ne peut pas considérer l'électricité comme une forme de source d'énergie. Ça n'a aucun sens physique et aucun sens opératoire. Et ça ouvre des pièges devant lesquels les analystes sont sidérés, en catatonie complète, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Chine a pris la main sur la géopolitique mondiale.
Ils ne comprennent pas pourquoi Trump prend ses décisions de protectionnisme. Ils ne comprennent pas. Ça a sidéré toute l'Europe. Il fallait voir les visages déconfits face aux conseillers de Trump qui débarquaient en Europe pour dire comment l'Europe allait évoluer, c'était suite à son élection. Voilà. Les mines étaient déconfites. On ne comprend pas. Donc moi, ce que je propose, c'est au moins d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, parce que mais l'avantage, moi à chaque fois, l'avantage que je vois à Donald Trump, c'est que les cartes, on joue cartes sur table. C'est plus une diplomatie cachée comme peut le faire la Chine, où en fait ils te disent oui, non, enfin ils te disent rien en fait. Je sais plus je sais pas si c'était Deng Xiaoping qui disait ça. Il disait il faut être discret, il faut pas montrer il y avait un truc comme ça, il faut pas montrer son pouvoir. Là maintenant ils commencent à montrer en fait leur puissance, mais Donald Trump a joué carte sur table en disant mais de toute façon du jour au lendemain s'il faut, on met 25% et c'est comme ça. Et je pense que ça permet au moins de montrer que on n'est pas des potes, que c'est chacun pour ça et que les États-Unis vont, c'est America First, c'est ce qu'il a bien dit dans la trame. Et ça, au moins, ça permet de faire une prise de conscience. Et c'est vrai que j'avais discuté avec Laurent Testo il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que la Chine a cette culture des bourbiers, comme ils disent, des cataclysmes où ils ont eu des effondrements régulièrement de leur civilisation. Tu en as parlé tout à l'heure, et ils ont cette vision que nous on a oubliée parce qu'il n'y a pas eu d'effondrement chez nous. Où les gens sont vraiment à crever de faim, à part en particulier 1789, où les gens ont crevé de faim et sont révoltés. Et c'est là que on manque cette anticipation. On va se dire, mais tout va bien pour l'instant. Jusque-là, tout va bien. La haine, jusque-là, tout va bien. Oui, c'est ça. Et malheureusement, tout ne va pas très très bien, parce que si les classes supérieures des sociétés européennes s'en sortent pas trop mal, c'est pas du tout le cas des classes moyennes et des classes moyennes inférieures et des classes populaires qui commencent à taper du pied et à s'impatienter et à critiquer une forme de sécession des élites et d'enrichissement des plus riches, à juste raison, et qui sollicitent politiquement des pouvoirs terribles. Voilà. Et ça, si on ne comprend pas non plus, alors je reviens, la proposition de Jean-Marc Jancovici qui dit la transition énergétique c'est la souveraineté, moi je m'inscris en faux, il ne peut pas affirmer ça, aucune science n'a jamais dit ça, et le réel montre largement le contraire, sauf que quand il continue à dire ça, les citoyens et les citoyennes qui voient que le pouvoir d'achat n'augmente pas alors que la transition elle est faite, qui voient que la souveraineté ne revient pas alors que la transition elle s'opère, et ben ça, ils finissent par ne plus écouter les personnes comme Jean-Marc Jancovici sur ce critère-là en tout cas, ils rejettent Jancovici et toute l'écologie en bloc, et ils vont voter à la droite dure ou à l'extrême droite et pour les obscurantismes. C'est ça qui se passe sous nos yeux, parce que d'un côté, on espère faire de l'écologie, mais en fait, on raconte des trucs hors science, qui n'existent pas, c'est des narratifs hors sol. Et ça fait violence aux gens, ça fait violence aux agriculteurs quand on dit la transition agricole, c'est facile, et puis on aura les mêmes rendements, et puis on aura les mêmes revenus. C'est faux. Il n'y a aucune démonstration que c'est possible de faire une transition agricole, toutes choses égales par ailleurs. Et les agriculteurs, ils en souffrent déjà, et donc ils rejettent tout en bloc, parfois de façon très violente, soit d'une violence extériorisée, soit malheureusement assez terrible, sur une violence portée sur eux-mêmes, avec le nombre de suicides qu'on connaît. Parce qu'ils sont à la rencontre d'injonctions paradoxales terribles, et qui sont aussi portées par une écologie fantasmatique, mais qui n'est pas applicable. Et moi, je trouve ça particulièrement dangereux. Là encore, il faut comprendre ce que ça veut dire organiser la vie, quand on est agriculteur, pour les autres. Là encore, c'est un problème d'organisation. Eh ben, on ne le fait pas par la pensée, on le fait avec du travail manuel très difficile, avec un nombre d'heures par semaine incroyable, et que toi et moi, je pense, on ne pourrait pas assumer. Le travail des agriculteurs est fou. Ouais, voilà. Dans ma famille, il y a des agriculteurs et tu bosses 7 jours sur 7. Et, et le pire, c'est que tu n'arrives pas à vivre. T'arrives pas à vivre. C'est ça. Et la perspective est de plus en plus compliquée. Elle l'est, et en face politiquement, et on leur parle de sobriété, on leur parle de bien-être. Quand on parle d'écologie, c'est associé à des mots faussement positifs comme ça, mais qui masquent une réalité terrible. C'est ce que j'appelle le collapse washing. Eux ne voient pas le bien-être, ils voient que leur pouvoir d'achat est toujours aussi mauvais. Mais politiquement, pour parler d'écologie, ils ont des fantasmagories complètement hors sol. Et c'est très violent parce qu'ils sont dépossédés de leurs moyens d'expliquer sur la scène politique, démocratiquement, l'état de leur propre vécu et leurs propres émotions. Ils ne peuvent pas les exprimer sur la scène politique parce que le vocabulaire, pour parler de l'écologie de leur relation au milieu ou à leur champ, il n'y a plus le vocabulaire pour dedans. Et ça, c'est terriblement violent, et c'est absolument pas légitime au sens moral d'opérer cette bascule, mais c'est compréhensible au sens analytique
que de plus en plus de gens des classes moyennes, basses et populaires votent à l'extrême droite. Ça se comprend sur le plan intellectuel. Mais pour le défaire, ce mouvement-là, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Ça, c'est absolument nécessaire. C'est vrai que la tendance, c'est ne soyez pas déceptifs, ne faites pas peur. Mais sauf que le problème, c'est que ça va pas être, de toute façon, même ça va pas être joyeux, quoi. Voilà, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des choix. Il n'y aura plus de bons, c'est ce que je disais dans mon bouquin, on ne pourra plus faire de bons choix. Pour l'instant, on peut encore faire de en même temps et encore, mais dans pas très longtemps, on ne pourra plus faire du en même temps. Il faudra faire des choix, choisir soit l'un, soit l'autre. Et ça va être des choix compliqués. Même en entreprise, il va falloir faire des choix et aller vers l'entreprise frugale, à la fois pour des raisons écologiques, mais surtout pour des raisons économiques. Si on n'arrive pas à réduire ses coûts, son empreinte, avoir une entreprise agile, on ne pourra pas résister à une réduction globale de l'activité, de l'activité économique en France et dans le monde, quoi. Je te rejoins. Bon, merci en tout cas pour cet échange qui a été inspirant. J'espère que ceux qui nous auront écoutés auront apprécié la qualité de ton intervention. Et donc si ils veulent en savoir plus, donc il y a bien sûr tes 2 livres, La solitude est impossible et l'énergie du déni, qui est 100% dédiée à l'énergie. L'autre en fait qui est un peu plus sur philosophique, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est vraiment beaucoup plus un ouvrage philosophique, c'est l'ouvrage dans lequel je propose une théorie écologique de l'esprit, mais vraiment sur le temps long, en essayant d'aller voir comment nos ancêtres ont construit l'objet, ont intégré le réel et sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Ok, merci pour cet échange et à très bientôt. À très bientôt, merci Frédéric, au revoir.